Ma priorité, c'est de pouvoir mettre en œuvre ce qu'on appelle à la Ville de Paris le plan climat-énergie territorial. Ce plan, en fait, c'est le plan qui organise la transition écologique de la ville. Donc on a des grands objectifs à tenir d'ici 2020 en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en termes de réduction des consommations d'énergie de la ville et en termes de développement des énergies renouvelables. Et donc c'est un plan qui vient infuser l'ensemble des politiques publiques de la ville. Par exemple, on lance un grand plan de rénovation thermique des bâtiments pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour améliorer la qualité de vie dans les bâtiments en tant que tels et puis réduire les factures. Ça se décline aussi sur la politique de transport, ça se décline sur nos politiques d'achat dans les cantines scolaires aussi. On va aller vers 50% de bio et d'achat durable d'ici 2020. Et puis il y a un deuxième aspect aussi, qui est de dire que nous, Ville de Paris, on n'arrivera pas seul à engager cette transition écologique. Et donc du coup, il y a un volet très important de mobilisation. Alors j'aime pas trop dire des acteurs, parce que ça veut rien dire, mais en tout cas des acteurs du territoire, entendre par là les citoyens, les associations, les entreprises, les petits commerçants, pour que tout le monde se mette dans cette dynamique-là. Pour faire rapide, on a une facture aujourd'hui de 40 millions d'euros d'électricité. À partir du 1er janvier 2016, nous n'achèterons plus que de l'électricité verte. Et donc c'est une manière, pour nous aussi, par la commande publique, 40 millions d'euros annuels, c'est pas anodin, de donner un signe à la filière en disant il faut changer parce que nous, on veut de l'électricité verte. Après, il y a la question de la production des énergies renouvelables, où à Paris, on soutient tout type d'initiatives, d'expérimentation, mais on va vers la généralisation aussi, le développement des ENR. Là-dessus, on a des projets symboliques comme la Alpajol, où on a une grande réalisation de panneaux solaires. Aujourd'hui, on a 25 000 m² de mémoire, les derniers chiffres de panneaux solaires à Paris. On travaille aussi beaucoup sur des projets de géothermie, notamment avec notre entreprise publique Haute-Paris. On a fait un puits de géothermie à la ZAC Batignolles qui chauffe aujourd'hui plus de 4000 logements, si je ne me trompe pas. Et on travaille aussi sur des choses comme récupération de chaleur des eaux usées dans les égouts, toutes ces choses-là qui font qu'au fur et à mesure, on va être moins dans une dépendance à l'électricité et au gaz. Il y aura aussi beaucoup d'expérimentation, de travail qu'on fait sur les data centers, sur des spécificités très urbaines de récupération de chaleur sur les grands centres de calcul informatique. Pour répondre à ces questions-là, il va falloir aller au-delà du périphérique. Et si on veut un jour répondre aux 100% énergie renouvelable, comme le dit l'ADEME, c'est possible en France, et bien en tout cas à Paris, on le fera avec une coopération aussi à l'échelle de l'Île-de-France ou de la future métropole, mais en tout cas c'est quelque chose qui devra se faire à un territoire plus vaste. Et la solution sera vraiment aussi dans une coopération territoire très urbain, territoire ruraux. C'est pas à Paris qu'on posera les éoliennes, mais on aimerait bien, ça ne marchera pas. La géothermie, il y a un potentiel à Paris, mais c'est un potentiel aussi limité. Quand on commence à exploiter des puits de géothermie, on ne peut pas les démultiplier à outrance. Ça se traduit par des travaux importants d'isolation des écoles, des travaux sur les systèmes de chauffe. On a remplacé des vieilles chaudières par des choses plus performantes, et ça se traduit aussi par un travail de fond fait avec les gens qui gèrent l'école et les instituteurs, pour qu'en fait il y ait aussi des pratiques qui changent en fait au sein de l'école, parce que des fois beaucoup de travaux, ça sert à rien si chacun ne change pas aussi un petit peu son comportement dans le bâtiment. Donc c'est ça ce qu'on a fait sur les écoles et ce qu'on fait aussi sur le logement, ce qu'on va faire sur les équipements sportifs. Alors, dans les cantines, on a une batterie de choses. Les premières choses, c'est déjà d'aller vers une alimentation de meilleure qualité dans les cantines scolaires, pas que scolaires d'ailleurs, chez les crèches, les écoles, chez les personnes âgées aussi et les restaurants des agents de la ville. On a déjà un beau bilan aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a 30% d'alimentation bio. Ça a derrière beaucoup d'influence dans le sens où on va vraiment de l'assiette à la planète. C'est d'avoir quelque chose de bonne qualité, que tout le monde puisse manger à midi, quels que soient ses revenus économiques, un repas de qualité. Et derrière, forcément, ça a aussi des implications sur quel type d'agriculture on soutient, une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, d'ici 2020, on va aller plus loin, puisqu'on a décidé d'aller à 50% en 2020 l'alimentation durable, entendre par là des critères de bio, mais aussi d'agriculture locale, pour soutenir une agriculture moins émettrice de gaz à effet de serre. Et puis on va vers zéro OGM, zéro huile de palme, zéro poisson pêché en eau profonde, on a zéro œuf de poule en batterie. Tout vraiment, c'est une logique de servir quelque chose de très bon, mais aussi de soutenir un autre modèle en fait.
Il y a eu un début d'enclenchement des choses qui a été compliqué parce que c'est un changement culturel, y compris dans la façon dont la ville de Paris elle fonctionne. Donc les chiffres que vous avez là, c'est le dernier bilan carbone de la ville. Le bilan carbone, c'est voilà, quand on fait le point sur ces questions-là, et ce bilan, on va le refaire l'année prochaine. Je pense que là, les résultats vont être bien meilleurs parce que, par exemple, pour vous donner une illustration de ça, on a aujourd'hui le bilan du travail qu'on a fait sur 100 écoles dans Paris, sur lesquelles on a engagé un travail autour de l'énergie. On a réalisé plus de 30% d'économie d'énergie sur cette première tranche de 100 écoles et on est à 33% de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à ce patrimoine école. On a le même type de résultat sur l'éclairage public. On va avoir le même type de résultat sur la restauration scolaire. Donc en fait, on est sur un moment où justement les résultats maintenant commencent à prendre réellement corps suite à la mise en œuvre du plan. On arrive à initier beaucoup de choses, donc pour l'instant tout va bien. Je dirais juste que des fois ça ne va pas assez vite et qu'il y a encore des résistances culturelles dans la grande machine administrative plus que politique de la ville de Paris. La première idée c'était avant 2020 on se baignera dans le bassin de la Villette. Et puis de là a découlé la réflexion sur la Seine, mais je me vois encore dans mon premier mois ici avec une table de spécialistes de la question qui levaient tous les yeux au ciel en se disant qu'est-ce qu'elle fait là celle-là et qu'est-ce qu'elle raconte. Et un an après, le principe est enfin acté, on va dire. Par contre, la réalisation va effectivement prendre du temps, à la fois du fait de contraintes techniques réelles, la qualité de l'eau, on a vraiment du travail à faire et ce qu'il faut faire pour y répondre est compliqué, et aussi parce que la machine administrative en tant que telle et la culture finalement de notre pays fait que c'est pas facile d'enclencher ce type de projet. Il reste les toits des réservoirs d'eau et potable et non potable de la ville de Paris sur lesquels on a des espaces importants pour développer l'agriculture urbaine. Et là aussi, c'est plus compliqué à mettre en œuvre que ce que j'imaginais, mais pareil, il va falloir faire encore face à quelques assemblées de sceptiques, et puis ça sert à ça aussi, d'être élu en fait. C'est d'être un peu monomaniaque par moment, et puis d'avancer jusqu'à ce que ça se fasse. Donc on s'en reparlera en 2019. Là, je vous dirai si je suis frustrée ou pas. D'accord. La logique qui nous a animés dans la création des jardins partagés est un peu la même que celle qui nous anime dans la mobilisation des acteurs du territoire. C'est de se dire qu'en fait aujourd'hui, il y a des gens qui sont déjà dans la dynamique de transition écologique, qui ont attendu personne en fait pour y entrer. C'est des gens qui montent un compost de quartier, c'est des gens qui arrêtent leur travail pour se lancer dans une start-up et dans le développement durable. Enfin, tout ça se fait. Et donc la ville, elle est dans l'accompagnement en fait. C'est de se dire ce mouvement il est en cours, donc nous ce qu'on fait c'est qu'on va aider à le booster, à faire que ça aille plus vite. C'est dans ce contexte-là par exemple qu'on a créé quelque chose qui s'appelle le réseau des acteurs du Paris durable. Ce sont des personnes qui à travers tout Paris en fait sont engagées dans des actions de développement durable. Et nous ce qu'on fait en fait c'est pas de leur dire ce qu'il faut faire, mais c'est par contre on les met en réseau pour que justement il y ait de l'émulation, de la réflexion qui aille plus vite, qu'il y ait du partage d'expériences. Et puis on les soutient aussi en termes de communication, où la ville de Paris profite aussi de sa capacité à mettre en lumière des projets pour qu'ils se fassent mieux connaître. Et puis on leur donne des moyens plus techniques d'exister, c'est-à-dire dans le 4e arrondissement, une maison des acteurs du Paris durable où ils peuvent se retrouver et avoir des actions. Il y a surtout une capacité des gens à prendre les choses en main et à plus attendre et à faire. En fait, ils lancent les projets, puis après ils viennent nous voir et puis on voit comment on peut aussi les aider. Je le dis, alors moi j'ai peut-être qu'un an de recul sur mon poste d'adjointe à la mer, parce que j'étais élue du 14e arrondissement avant et j'ai vraiment vu la vague des jardins partagés monter, suivi de la vague d'une prise de conscience sur un certain nombre de sujets énergie, sur la question du compost et du recyclage, sur la question de l'alimentation, et tout ça finalement crée dans le temps une prise de conscience bien plus forte qu'elle n'y était il y a 10 ans. Je pense que la bataille culturelle, on va dire, sur ces choses-là aujourd'hui, sur le retour de la nature en ville, est quand même gagnée, même si après on arrive toujours aussi dans des arbitrages où il faut à un moment décider entre deux types de projets où là ça peut coincer un peu plus entre la théorie où tout le monde affirme qu'ils veulent bien le faire et puis les pratiques au moment où il faut y passer. C'est pour ça que c'est important aussi qu'il y ait des volontés politiques fortes qui nous sont notamment incarnées ici à l'hôtel de ville, de pousser ces projets-là et d'aller vers une autre ville. Donner l'exemple en quelque sorte. Aussi, oui, et puis on a quand même des leviers importants en termes de politique publique à la mairie de Paris. Ça change la ville en fait quand la mairie décide de prendre ce type de décision et de politique. Et donc du coup c'est à la fois on change la ville et en même temps c'est effectivement
Je pense que la ville aussi a besoin d'être exemplaire là-dedans avant de demander aux Parisiens eux-mêmes de rentrer dans cette démarche. On le fait parce qu'on est convaincu qu'on a besoin que tout le monde rentre dans cette démarche et que le mieux on peut la favoriser, le mieux c'est. Et on conserve aussi nos leviers de politique publique. Parce que c'est aussi la responsabilité du politique de mettre en œuvre des politiques publiques face au dérèglement climatique et à ces grands enjeux du XXIe siècle, et qu'on ne veut pas non plus que ça pèse uniquement sur les épaules des citoyens. C'est quelque chose qui doit avancer de pair. Il y a eu vraiment une préoccupation particulière sur l'organisation de la COP, que ce soit en cohérence avec finalement l'objet de la COP 21. La réflexion qu'a menée l'État est allée jusqu'au dans le détail de ne pas donner, comme ça se fait d'habitude dans ces conférences internationales, des goodies et des cadeaux à tous les intervenants parce que ça crée du déchet. On a forcément suivi ça de près en mettant le doigt sur ce qui pouvait à un moment poser problème dans le fonctionnement de la ville, et il n'y en aura pas, je pense. Par exemple, tous les congressistes qui vont aller à la COP21, qui vont manger tous les jours, vont avoir un pass Navigo gratuit pour éviter justement que chacun loue une voiture pour y aller, y aille en taxi, enfin que ça génère et de la congestion et des émissions de gaz à effet de serre. Il va y avoir le off de la COP qui va se dérouler à Paris. Ça a déjà commencé, on attend beaucoup de monde dans les semaines qui viennent, et donc tous les événements que nous on a ou soutenus, parce qu'on a apporté beaucoup de soutien à des événements d'associations d'ONG, ou organisés par la ville de Paris, on y a mis une dimension aussi forte de réduction des déchets, réutilisation des matériaux réutilisés, etc.